Madame, Monsieur, bonsoir. En Tunisie, après la violente journée d'émeutes qui ont éclaté hier un peu partout, le calme est revenu aujourd'hui à l'exception de quelques troubles qui se sont encore produits au sud de la capitale. Cela dit, d'importantes forces de l'ordre restent stationnées dans les villes et le couvre-feu est maintenu sur l'ensemble du pays. Et puis, après un lourd silence de 48 heures, le Premier ministre, M. Mohamed Mzali, a prononcé tard hier soir à la télévision un discours très ferme pour dénoncer les bandits, c'est le mot qu'il a utilisé, les bandits qui cherchaient à renverser le régime selon lui et pour affirmer aussi que le gouvernement était résolu à rétablir l'ordre. De Tunis et sur des images qui nous sont parvenues aujourd'hui, un téléphone de notre envoyé spécial Morissette Golu. Après l'explosion de violence d'hier, Tunis était calme aujourd'hui. On ne peut pas dire pour autant que la ville ait repris son cours habituel. Des voitures blindées et des tanks restent postés au carrefour important. Des militaires en armes patrouillent les rues deux par deux. Au centre de la ville, l'avenue Bourguiba, habituellement noire de monde, était quasi déserte cet après-midi. C'est un signe qui ne trompe pas. Il y a de l'angoisse dans l'air. C'est que personne ici n'est au clair sur la signification exacte des émeutes d'hier. Ce qui est sûr, c'est que la hausse du prix du pain n'explique pas tout, qu'on s'en est servi comme prétexte à des revendications politiques plus profondes. Mais qui? Les intégristes, des groupuscules politiques, Kadhafi, et surtout, vont-ils en rester là? Les images de Tunis que vous venez de voir ont été les premières images diffusées par les journaux télévisés. Dans la confusion provoquée par les troubles, il n'était pas possible alors d'en savoir plus sur les causes de la révolte. Quelques semaines plus tard, les passions s'étant calmées, nous avons cherché à connaître les origines de ces émeutes qui ont ébranlé la Tunisie. Pourquoi les premières explosions de colère ont-elles eu lieu dans une palmeraie paisible du sud tunisien? C'est ce que nous avons voulu apprendre en nous rendant à 12, aux portes du Sahara, dans cette agglomération située à plus de 500 km de Tunis par la route. Cette oasis apparemment paradisiaque est visitée et photographiée chaque année par des milliers de touristes. Ces 15 000 habitants y vivent chichement, souvent pauvrement, mais dignement, sans connaître la misère des bidonvilles. Le chômage et le sous-emploi y sont encore plus importants qu'ailleurs. Pour de nombreuses familles, le chèque envoyé par un fils ou un frère émigré en Europe constitue la principale ressource. Les habitants de 12 ne cessent de prendre conscience à quel point ils sont éloignés des centres de décision et les subventions au développement qui leur seraient destinées parviennent rarement jusqu'à eux. Douze est une palmeraie importante en raison de son grand marché hebdomadaire du jeudi qui attire tous les habitants mâles des oasis voisines. On y trouve de tout, à condition de pouvoir payer. Le marché est avant tout un révélateur des besoins et des moyens financiers de la population. On constate que l'ensemble des produits proposés s'adresse à des clients aux revenus modestes. On y remarque aussi que les dattes sont la ressource principale de la région. Après la récolte abondante de l'automne dernier, les prix ont baissé et la mévente est forte. Parmi les objets de luxe, le transistor tient encore la vedette. Les gens de cette région se nourrissent essentiellement de couscous avec quelques légumes et de pain qu'ils confectionnent souvent eux-mêmes. Le produit de base de cette alimentation est donc la semoule de blé que cet épicier est en train de vendre à son client. Il y a quelques mois, pour diminuer son déficit budgétaire, le gouvernement a décidé de supprimer ses subventions aux produits céréaliers. Pour le consommateur, la conséquence de cette décision est tombée comme un coup près, le doublement des prix du pain, de la semoule et des pâtes. L'augmentation du prix de la semoule de plus de 90% est devenue effective le 29 décembre dernier, jour de marché à 12. Cette découverte sème l'émoi puis la colère parmi les acheteurs qui n'étaient pas encore au courant de cette augmentation. Ce jour-là, les discussions s'animent, certains esprits s'échauffent, le mécontentement est unanime.
De la vie générale, il faut faire quelque chose, réagir. C'est ainsi qu'est lancée l'idée d'une manifestation pacifique et de la remise d'une pétition aux autorités. À partir de là, les événements vont s'enchaîner. La révolte du couscous née à 12 allait s'étendre à l'ensemble du pays. Le marché de cette palmeraie isolée restera un témoin historique. Jeudi après-midi, les gens ont manifesté devant la sous-préfecture, mais les autorités ont riposté et ont fait tirer sur la foule. Alors les manifestants se sont déchaînés. Les gens ici sont des gens du Sud qui n'acceptent pas de se faire marcher sur les pieds. Alors ils ont réagi. Ils se sont rassemblés, ils ont jeté des pierres. C'est ainsi que les événements ont débuté. Les émeutes ont été déclenchées à cause de l'augmentation des prix du pain et de la semoule. Le lendemain, des brigades de la garde nationale arrivent en renfort pour disperser une nouvelle manifestation. Grenades lacrymogènes, jets de pierre et arrestations de manifestants, c'est l'enchaînement de la violence pendant 3 jours, jusqu'à l'arrivée de nouvelles brigades anti-émeutes qui ont pour mission de maintenir la révolte. Des coups de feu sont tirés. Le 2 janvier, Cessi Benadi, 20 ans, est tué de 2 balles dans le cœur. Il sera la première victime des émeutes en Tunisie. Benadi a été tué à cet endroit, à proximité de son domicile, loin du centre de l'agglomération où avaient eu lieu les manifestations. Les circonstances exactes de sa mort sont demeurées secrètes. Benadi était agriculteur et travaillait sur le domaine familial. Abdullah, son frère, a été le seul membre de sa famille ayant accepté de témoigner face à notre caméra. Dans notre quartier, il ne se passait rien. C'était calme. Mon frère est sorti de chez lui et on lui a tiré dessus. Sa mort n'était pas nécessaire, totalement inutile. Il n'y avait pas de manifestation à ce moment-là, pas d'émeute, rien. Il n'y avait que des innocents. Mon frère ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Il était jeune, il ne connaissait pas la vie. C'était un gosse qui aimait courir, travailler, s'amuser, ni plus ni moins. Et il est mort pour rien. Pour rien. Cessi Benadi, mort pour rien, a été enterré à la sauvette, de nuit, par la police, en présence seulement des proches parents. Cessi repose dans ce cimetière, mais son frère n'a pas voulu nous montrer sa tombe de crainte que notre caméra ne porte malheur à l'âme du défunt. Sa mort injuste m'a plongé dans le désespoir et j'ai été pris d'une grande lassitude. Quelle injustice. Mon frère a été tué pour rien et je ne pouvais pas le croire. Mais j'ai vu son cadavre, je l'ai touché. Lui qui n'avait rien fait de mal, un innocent. Alors qu'est-ce que l'on peut ressentir dans ces circonstances? Tout sentiment s'évapore et disparaît pour céder la place à un grand vide. Ce que l'on éprouve perd toute importance. Tous les habitants de 12 n'ont pas participé aux manifestations, mais dans le climat de mécontentement qui règne dans cette région, la plupart des citoyens ont compris la colère des jeunes. Même les agriculteurs, enclins à la prudence, ne parvenaient pas à cacher leur sympathie. Avec ces augmentations de prix, comment s'en sortir quand on a une famille? C'est angoissant. Moi, je suis trop vieux pour aller manifester et participer à ce qui s'est passé. Mais les jeunes qui ont un esprit juvénile et le sang chaud se sont révoltés. Pourtant, n'allez pas croire que je n'ai rien ressenti. Ce qui s'est passé ne peut pas laisser indifférent. Comment expliquez-vous que ces palmiers soient aussi secs? Ils sont secs parce qu'ils ont soif. Ils n'ont pas d'eau. Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau? En vérité, il y a de l'eau, il y a des puits. Mais les autorités locales ne s'occupent pas de ce problème.
J'espérais que la source pourrait à nouveau fonctionner et qu'on nous installerait une pompe électrique. Mais rien de tout cela n'a été fait à l'heure où je vous parle. Ainsi, l'augmentation des prix de la semoule et du pain n'est pas la seule source de mécontentement. De nombreux habitants de la Palmeraie nous ont dit leur déception vis-à-vis du gouvernement. Le gouvernement a négligé ici beaucoup de choses. Entre autres, l'agriculture, l'eau, l'irrigation. Si le pouvoir avait favorisé l'agriculture et fourni des emplois sérieux, les jeunes auraient agi différemment et ne se seraient pas révoltés. Moi, je pense que le gouvernement est responsable de cette rancœur de la jeunesse. Partie de 12, la révolte atteint le lendemain Kébili, la ville voisine. 24 heures plus tard, les émeutes éclatent dans d'autres régions défavorisées du pays, comme Kasserine et la cité minière de Gafsa. Des manifestations dégénèrent ensuite à El Hamma et dans le deuxième centre industriel de Tunisie, Gabès. Puis, l'embrasement s'étend à la ville côtière de Sfax. Après 5 jours de troubles à l'intérieur, la colère explose aussi dans la capitale. Le 3 janvier, Tunis est aux mains des émeutiers. Durant cette journée historique, les étudiants, les lycéens et les bandes de jeunes venus des bidonvilles prennent d'assaut le centre de la capitale, faisant reculer les forces de l'ordre. Des milliers d'adolescents, ivres de vengeance, sont prêts à tout flamber. Leur hargne vise à la fois les signes extérieurs de richesse et tout ce qui symbolise l'autorité de l'État. À ce stade-là des émeutes, le prix du couscous et le prix du pain ne sont plus qu'un prétexte. Terrés chez eux, les nantis ont connu des frayeurs qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Comment est-ce que vous avez vous-même vécu cette journée historique du 3 janvier? Enfin, je l'avais vécu comme tous les citoyens, d'abord ayant peur de ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sécurité. On voyait des gens briser des voitures, les brûler, descendre les gens par force. Dans ce quartier-là? Dans ce quartier particulièrement, dans notre quartier El Manar, ici, sur une rue de 300 mètres, il y a eu dans les 30 voitures, autour de 30 voitures qui étaient brûlées par une vingtaine de garçons, de gosses. C'était des enfants, vous savez, de 15 à 25 ans, le maximum. Moi, j'ai pas vu quelqu'un qui avait plus que 25 ans, mais j'ai vu des enfants avec des pierres. Il y avait une énergie frustrée qui sautait aux yeux, des yeux scintillés. Les enfants voulaient exprimer quelque chose, alors ça a explosé. C'était la journée de l'explosion de la frustration. Le 4 janvier, les forces de police sont renforcées par des unités de l'armée et par de nombreux blindés. L'état d'urgence est instauré et le gouvernement fait fermer les écoles et les universités. La violence monte d'un cran et les victimes sont nombreuses. Le bilan global des émeutes en Tunisie fait état de 84 morts selon le gouvernement. D'après la Ligue des droits de l'homme, il y aurait eu au moins 120 morts, dont 4 à 5 policiers, ainsi que 5 ou 6 citoyens paisibles assassinés par des voyous. Le 6 janvier, au cours d'un discours télévisé, le président Bourguiba annule les augmentations de prix. La rue a gagné et le peuple est en liesse. Les manifestants fraternisent avec les forces de l'ordre et les nantis savourent leur soulagement. Le gouvernement, responsable des augmentations, se trouve désavoué par son président. Pour sortir de cette impasse, le Premier ministre se retranche derrière son système de défense. Il accuse le ministre de l'Intérieur et les responsables de la sécurité et affirme que c'est la pègre qui a pillé la capitale. Dur à avaler pour les témoins d'une autre vérité. Les émeutes ont pu avoir lieu principalement à Tunis du fait que la police et les services d'ordre n'étaient pas tenus en main et n'avaient pas un commandement efficace et cohérent, du moins pendant ces journées dramatiques.
Il ne s'agit pas donc, comme l'ont pensé certains, d'une révolte, mais d'une carence de certains services de sécurité, de police, carence qui a permis à une certaine pègre de profiter de ce vide et de spolier, de piller et même de tuer certains citoyens paisibles. Les enseignements à tirer, tout d'abord, la nécessité de réorganiser les services de sécurité et de leur donner plus de punch et plus d'efficacité. Le Premier ministre avait prévu que l'augmentation du prix du pain allait susciter un certain mécontentement. C'est pourquoi il avait accepté des mesures devant compenser le manque à gagner des salariés et des fonctionnaires. Un accord venait d'être signé avec le syndicat. Cela explique sans doute pourquoi les ouvriers ne sont pas descendus dans la rue. Des indemnités devaient aussi être versées aux retraités, aux invalides et aux orphelins. Selon le Premier ministre, l'ensemble de ces mesures était censé résorber le mécontentement. Les faits lui ont donné tort. Donc, le deuxième enseignement consiste à aller plus doucement, par étapes, et diversifier. Au lieu de supprimer complètement la structure compensatoire pour le blé et dérivés, en une seule fois, et geler les autres prix, nous avons été ramenés à l'ordre, donc en quelque sorte, au réalisme, et nous avons décidé d'augmenter chaque denrée avec un pourcentage acceptable. Et personnellement, je me suis rendu compte du caractère magique du pain. Ça m'a rappelé un peu le panem circenses, n'est-ce pas, des Romains. Les gens acceptent des augmentations un peu partout, sauf dans le pain. Bon, il faut aller doucement. Le troisième enseignement, c'est, si vous voulez, une conscience plus aiguë des problèmes des disparités régionales et de l'existence de cette masse de Tunisiens, de jeunes Tunisiens, exclus du système éducatif, exclus de la croissance, qui non seulement sont des chômeurs, mais qui souffrent. Et qui souffrent légitimement. Je les comprends. Tunis et ses banlieues comptent plus de 1,5 million d'habitants, soit le quart de la population totale. C'est une ville qui a grandi trop vite, une ville qui a subi un torticolis, disait un architecte. La baisse des revenus agricoles a provoqué un important exode rural. De nombreuses familles, ne pouvant plus vivre de leurs terres, sont venues s'installer dans les banlieues de la capitale. Malgré la mise en place d'un planning familial qui a fait ses preuves, la moitié de la population tunisienne a moins de 20 ans.